Je vais juste peut-être, Mali, si tu permets, Oui. revenir sur aussi quelque chose que tu as dit, qui est parfois ce marketing qui est fait de dire, tiens, comment faire revenir mon évitant, etc., etc. Mhm. Effectivement, il n'y a pas Nous, en tant qu'accompagnateurs, en tant que professionnels, travailler avec les évitants, travailler avec les styles d'attachement, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Ça demande beaucoup plus une certaine dextérité, ça demande de pouvoir comprendre et faire comprendre ce qui se joue, et puis d'amener les personnes à faire le travail sur eux-mêmes pour pouvoir arriver à rééquilibrer les choses. Okay? Ok. Ce qui fonctionne le mieux dans ce que j'observe, et qui a été plusieurs fois validé par les personnes qu'on suit, c'est ce travail sur soi qui amène un changement dans l'environnement et dans le système dans lequel ils sont. D'accord. En fait, si tu veux, c'est une sorte je monte mon niveau de conscience, je me détache de cette pression, parce qu'en fait, si tu veux, l'évitant subit cette pression. Il la voit, il la subit, et il la subit de manière très subtile. Donc, à partir du moment où tu arrives à sortir de ce schéma où tu es focalisé sur lui, où tu arrives à revenir sur toi, en n'étant pas lui considéré ou elle considérée comme la condition à ton bien-être. C'est ça. Important, parce que c'est ça un peu si tu veux, le travers de ce type de relation. Eh bien, il s'avère que on arrive à avoir une relation un peu plus apaisée. Ça ne veut pas dire pour autant que l'évitant va devenir sécure du jour au lendemain, parce qu'il ne pourra pas le faire. Et d'ailleurs, il ne pourra jamais être sécure à 100%. J'y crois pas. Il va aller vers une certaine, on va dire, un certain équilibre, mais il sera pas, parce que voilà, on peut pas récupérer 6 années de la vie d'un enfant. C'est quelque chose de compliqué, mais il y aura une certaine prise de conscience qui va faire qu'il va sortir d'un schéma automatique pour aller vers un schéma beaucoup plus adaptatif. Donc, pour répondre à cette question, oui, il est possible de faire changer les choses de manière positive dans la relation et de faire amener l'évitant à une certaine prise de conscience, mais cela reste principalement vrai à partir du travail qu'on va faire sur soi-même. Oui, oui, je sais que tu es, en tout Sur cas, soi, tu ça, maîtrises énormément d'outils en ce sens et que tu es activement en train de rechercher un protocole standard qui pourrait fonctionner pour la remise en question des évitants. Mais malheureusement, on voit que c'est quand même quelque chose de très individualisé. Et toi, par exemple, qui fais l'énéagramme, tu vois que le style d'attachement, c'est une couche de compréhension, mais qu'il y a d'autres couches de compréhension et que on voit, par exemple, certains évitants qui sont très conscients de leur évitement, même si c'est très difficile pour eux de changer, ils ont quand même une sorte de motivation de départ clairement, que tu ne trouves pas nécessairement chez d'autres évitants. On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, un évitant peut avoir cette motivation à un moment donné dans sa vie, parce qu'il est peut-être plus vulnérable, ou il a eu quelqu'un de significatif qui est parti, et puis finalement, après, il continue pas le travail, puis certains... En fait, c'est très aléatoire, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que finalement, ce que toi, tu préconises pour les partenaires d'évitants, c'est de revenir sur eux-mêmes, tout en ne devenant pas évitants, évidemment. C'est revenir sur eux-mêmes en ne rendant pas leur bonheur, finalement, dépendant de la présence ou de l'absence d'une personne, en ce sens. c'est ça. C'est ça que c'est là-dessus que tu travailles. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce fameux texte de Rumi que tu as. Poème de Rumi, oui, c'est ça. La lumière passe Par la blessure. par la blessure, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, si tu veux, il est venu me blesser, mais certainement, il est venu ouvrir une blessure. Qu'est-ce que cette blessure dit de moi? Pourquoi? Parce qu'on a une tendance à vouloir se protéger. On grandit, on s'évolue, puis on oublie en fait toutes ces blessures d'enfance qui sont là, qui sont parfois des blessures profondes, qui ont des conséquences dans notre manière de réguler nos interactions amoureuses, dans le travail, dans tout, tu vois. Et donc, quand on est face à une situation qui nous perturbe à ce point, il y a réellement une invitation au changement. Oui, et il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que je sais que tu préconises beaucoup cela chez ta patientèle, c'est d'essayer d'être le plus clair possible sur le cadre relationnel. Ça, c'est d'office. C'est ça, et j'ai comme l'impression aussi que, dans une certaine mesure, et tu me corriges si j'ai tort, que le fait d'être
très précis et essayer d'être le plus à cheval sur le cadre relationnel te prémunit justement contre le fait de pouvoir adopter un dessin projectif, puis tout à coup ne pas le mettre en pratique. Là, tu vois clairement qu'il y a un problème et donc tu ne rentres pas dans l'architecture psychologique dysfonctionnelle de l'évitant, et l'évitant ne peut pas t'entraîner dans son flot relationnel si toi tu es très clair avec ton cadre. Ouais, mais ça, ce que tu dis, Bali, eh ben, c'est un très bon exemple que tu donnes. Oui. Eh ben, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à établir un cadre relationnel clair et qui savent s'y tenir. Oui. Et les personnes qui le font le mieux, c'est les personnes qui sont le plus sécures. C'est ça. Car quand tu arrives avec des blessures qui sont, par exemple, le style d'attachement anxieux, évitant, désorganisé, tu n'arrives pas avec les mêmes armes face à ça. C'est-à-dire que dès que tu t'aperçois qu'il y a certains comportements qui ne sont pas cohérents, directement tu en parles et tu en discutes. Si tu veux, c'est la discussion que tu as eue avec toi et Arnaud, le vrai self et le faux self. C'est ça. Hein. On aura beaucoup plus de proportions à voir le faux self se manifester chez les personnes qui ont un style d'attachement insécure, parce que justement, ils vont essayer d'être, si tu veux, à l'écoute de ce que l'autre attend et essayer d'y répondre, mais sans réellement se connecter à leur vrai self, qui est de se dire, moi, c'est comme ça, mon besoin, il est comme ça, mes critères sont comme ça, mes valeurs sont comme ça, et je sais que c'est ça que j'ai besoin. On va tellement vouloir essayer de plaire d'une certaine manière, parce que justement, il y a cette croyance que c'est dans cet autre que je vais trouver une partie de mon évolution personnelle, ou mon équilibre personnel, que si tu veux, on va pas être dans une position... on va se retrouver dans une position basse, d'une certaine manière. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, on le voit beaucoup dans les... Ce que tu dis, c'est complètement vrai, vraiment, parce que dans la littérature, et on le sent aussi, les personnes qui ont le plus de confiance en elles, qui ont une estime d'elles-mêmes, un amour d'elles-mêmes, une image d'elles-mêmes qui est bonne, généralement savent très très vite, pour la plupart des cas, il peut y avoir des cas où dire non, ça ne correspond pas, Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas leur imposer un cadre relationnel qui commence à être complètement aux antipodes de ce qui a été discuté, ils sont beaucoup plus rapides pour dire là, ça va pas. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Et s'ils n'ont pas de réponse, ils prennent des décisions beaucoup plus rapides et ils ne s'adaptent pas de force pour faire fonctionner quelque chose qui manifestement, tout à fait, n'a pas l'air. Vrai self, faux self. C'est ça. Le faux self, c'est l'adaptation. Ouais. Le vrai self, c'est je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai besoin et j'ai pas envie de me travestir plus qu'il ne faut. Tout à fait. Pour aller contre ma nature et pour me dire ouais, c'est bon, j'accepte. Mais ça se travaille. Ça, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. D'où l'intérêt de vraiment travailler sur ces questions d'estime de soi, parce que dans les protocoles qu'on travaille beaucoup, s'il y a une chose qui revient beaucoup, c'est bien chez les évitants que chez les anxieux, que chez les désorganisés, dans nos coachings, c'est des personnes qui ont un souci avec l'estime d'eux-mêmes. Tout à fait. C'est là-dessus que tu fais un travail, toi. Alors, comment tu expliques aussi que beaucoup de partenaires d'évitants, en fait, au moment où il y a une espèce de rupture, comme on vient de la décrire, une rupture assez particulière, hein, elles ont souvent, pas nécessairement une honte, mais ils se blâment eux-mêmes éventuellement d'avoir fait quelque chose de mal. Comment est-ce que tu fais pour leur faire comprendre que finalement, alors, personne n'est parfait, évidemment, on a tous des failles, on a tous des choses sur lesquelles on peut travailler, mais c'est essentiellement l'architecture psychologique dysfonctionnelle de l'évitement qui n'est pas compatible avec une relation. Et donc, tu essayes de faire en sorte que le partenaire puisse reprendre confiance en lui, que ce n'était pas vraiment lui le problème. Ça ne veut pas dire que lui n'a pas de problème, mais en règle générale, quand quelqu'un veut une relation avec quelqu'un qui est indisponible ou quelqu'un qui ne peut pas être en relation, le problème, c'est pas tant toi qui veux une relation, c'est la structure architecturale psychologique de l'évitement qui est dysfonctionnelle si on veut la combiner avec l'idée d'une relation. Et comment tu fais pour que le partenaire reprenne confiance en lui et qu'il arrête de se blâmer du fait que peut-être c'est lui qui a fait quelque chose? Ok, tout à fait. C'est une très bonne question. J'ai déjà répondu à cette question dans, je pense, le précédent de vidéo, c'est la différence à faire entre l'identité et la capacité. Explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une confusion chez eux très importante de se dire, tiens, est-ce que j'ai une capacité à pouvoir entrer? On va répéter ce que tu viens de dire juste avant. Le cadre relationnel. Oui. Mettre de la clarté dans ce cadre relationnel, savoir dire non, pouvoir être honnête avec soi-même et dire qu'à partir de ce moment-là,
par exemple, quand il y a quelque chose qui est proposé qui n'est pas correct, je sais dire non, c'est une capacité. C'est une capacité à pouvoir s'écouter, c'est une capacité à pouvoir se respecter, c'est une capacité à pouvoir savoir dire non, par exemple, tu vois. Donc, souvent, eux, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils pensent que c'est leur identité qui a un problème. Okay. Je suis quelqu'un de défaillant. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à pouvoir vivre pleinement une relation amoureuse comme il faut. Parce que très tôt, on leur a fait comprendre que leur identité était défaillante. C'est ça le problème de l'estime de la personne. Mais chez quelqu'un qui a un problème de confiance en lui et d'estime de lui-même, il y a une confusion souvent qu'on observe beaucoup entre ce qu'on appelle l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Okay. L'état d'esprit fixe, il pense que les choses sont arrêtées une bonne fois pour toutes. On lui a dit que c'était un fainéant et je suis un fainéant et c'est comme ça qu'on m'a décrit quand j'étais petit et donc on va être dans le biais de confirmation par la suite, etc., etc. Mais si à un moment donné on est dans un état d'esprit de développement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit non, je vais faire des efforts pour aller vers un mieux. Mais il n'y a rien qui me définit comme tel une fois pour toutes. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux, la confusion, elle est dans ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vis ce que tu vis, et que c'est aussi problématique, comment tu l'interprètes? Est-ce que tu l'interprètes comme un problème que tu as, toi, profondément dans ta personne? Je ne suis pas capable qu'on m'aime, je ne suis pas quelqu'un qui digne d'être digne d'amour, tu vois, et tu reviens là dans des questions d'identité, ou tu te poses la question, et c'est ce qu'on fait en coaching, tu te poses la question pour dire, tiens, quelles seraient les capacités que tu pourrais développer par la suite pour pouvoir mieux réguler cette situation? Et tout en sachant que tu es capable de les développer. Et donc, si tu veux, pour répondre à ta question, c'est ça en fait. C'est qu'il y a à un moment donné un travail à faire pour ramener la personne. Et ça se fait en travaillant sur les croyances, en travaillant sur les valeurs, en travaillant sur l'environnement dans lequel il est, les comportements qu'il développe. C'est pas juste la capacité en tant que telle n'est pas, elle est liée à d'autres paramètres, hein, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, tu réponds à ma question. Et donc, tu travailles finalement ici sur l'estime de soi et sur l'estime de soi. Tu reconstruis en réalité une estime de soi. Hyper important. C'est à partir de là, en fait, que la personne arrête de se blâmer et accepte éventuellement qu'il était face à une personne qui était émotionnellement indisponible et que c'était juste pas possible de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu recentres en réalité la personne sur elle-même. Et je vais même aller plus loin, mais dans mon explication, pour vraiment être un peu plus complet. La personne, quand elle vit ce qu'elle vit, quand elle doit se battre pour pouvoir avoir, on va dire, cette attention qu'elle cherche du partenaire, elle ne fait que reproduire souvent ce qu'elle a vécu dans l'enfance. C'est ça. On est dans quelque chose. On rejoue une scène primale, quoi. On joue une scène primale. On est dans quelque chose où, dans l'enfance, j'avais cette impression que je ne méritais pas d'être aimé et j'ai dû me battre pour pouvoir exister, dire je suis là, aimez-moi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment très interpellant au niveau du fonctionnement de la psychologie humaine, c'est que quand tu vas te retrouver face à un partenaire sécure, qui va te donner la sécurité, tout ce qui ensuite, à certaines personnes avec un style d'attachement, on va dire, insécure, anxieux, évitant, principalement les anxieux et les désorganisés, qui, quand c'est trop plat, eux, ça les stresse, en fait. Il y a quelque chose qui... Parce que leur système nerveux n'est pas habitué. Ils sont tellement habitués à avoir une sorte de lutte pour pouvoir exister, que quand ils ne sont pas dans cette lutte, ils pensent qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Oui. Confusion, mais ça... Confusion totale, et ça les fait aller vers des relations toxiques. Tout ça pour te dire, tu vois, c'est un travail à plusieurs couches. On en a parlé d'ailleurs dans l'entrevue sur l'anxiété, il me semble, cette question-là. Oui, mais la mémoire est bonne. Voilà. Mais donc, chez nous, en tout cas, sur notre chaîne, et des thérapeutes comme toi ou même Arnaud, même si on connaît évidemment toutes les techniques pour ne pas activer le faux self de l'évitant et augmenter les chances de pouvoir finalement cohabiter avec un faux self, tu ne préconises pas la suradaptation et l'adaptation. Je pense que tu fais partie des thérapeutes qui, malgré que tu connais toutes les techniques, je dirais, qui pourraient augmenter la probabilité de faire et fonctionner une relation avec un évitant
et éventuellement faire revenir un évitant, parce que tu connais en fait tout cela, tu es un spécialiste de la communication et toute une série d'autres choses. Tu sais pertinemment bien que toutes ces stratégies qui sont préconisées pour éventuellement soit de faire revenir l'évitant, soit de faire fonctionner de force une relation avec un évitant ne sont pas salutaires à long terme, parce que c'est pas ce que tu préconises toi. C'est-à-dire que tu essayes finalement de faire en sorte que les deux protagonistes vivent d'une manière alignée avec leur vrai self, plutôt que des adaptations artificielles. En fait, dans ta question, il y a deux choses. Il y a il y a des outils qui existent qui peuvent aider à fluidifier la communication. Oui. Ça, je les préconise. Oui. La CNV, le fait de pouvoir être dans l'écoute active, le pouvoir être dans l'empathie, tout ça, je veux le préconiser, je veux continuer à le préconiser, mais en se respectant, en étant aligné à ce qu'on est réellement. C'est ça. On ne pourra jamais être dans le respect, ou on va dire dans un épanouissement réel et sincère dans une relation si on ne respecte pas nos propres besoins. Si on ne connaît pas nos propres critères, nos propres valeurs, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, ce qui ne nous fait pas vibrer. Si on est en train de se suradapter pour pouvoir plaire à l'autre, mais dans le même temps, on écrase nos propres besoins, ça ne peut pas fonctionner. C'est une question de temps. C'est contre nature, en fait. C'est ça, c'est contre nature. C'est contre nature. C'est juste contre nature. C'est une question de bon sens. Ça ne peut pas tenir. Donc, tu es en train d'aller à contresens de quelque chose, tu vois, et c'est comme ça. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement évident. Oui, j'ai compris. Tu sais, aujourd'hui, le problème, c'est que, excuse-moi, on dirait qu'il n'y a presque plus rien d'évident et on doit redéfinir tout. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Mali, c'est qu'effectivement, ce retour à soi, ce retour à soi qui est nécessaire, c'est pas forcément quelque chose qu'on va inviter les gens à faire. Il n'y a pas forcément. Il y a plus là. Il y a. Oui, mais je veux dire, en tout cas, on dirait plus que la remise en question, l'introspection. Voilà, la connaissance de soi. C'est ça. Le fait d'apprendre à se connaître. Le fait de se dire, tiens, qu'est-ce qui me met dans le confort et l'inconfort. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cet outil de l'énéagramme. L'énéagramme, vraiment, parmi tous les outils que tu utilises, je sais que tu l'utilises. est celui qui vraiment met le plus la personne face à ces zones de confort et d'inconfort. Mais ces zones d'évolution et d'involution aussi. Mais ce qui est quand même très important, je pense, à rappeler, et je pense qu'on le fait suffisamment dans les réponses qu'on donne à nos commentaires, c'est que pour qu'une relation soit saine, il faut qu'il y ait justement ces outils de communication qui éventuellement soient utilisés, mais aussi qu'il y ait une certaine forme de réciprocité dans la relation. C'est-à-dire que de la même manière que la personne, ou en tout cas le partenaire de l'évitant, doit éventuellement utiliser certaines techniques que tu préconises pour pouvoir fluidifier la communication et être clair dans ce qu'il a à dire, l'évitant doit également prendre en considération, si tu veux, son partenaire. Donc on préconise pas vraiment, si tu veux, quelque part les relations très égocentrées, où en fait finalement ce n'est plus une relation, c'est deux égos, c'est deux individus qui ne pensent qu'à eux, et finalement, si les étoiles s'alignent au mois de janvier, au mois de février, ils vont partager quelque chose parce que les étoiles sont alignées. Et c'est plutôt deux égos qui se croisent dans une forme de partenariat. Et au moment où les conditions de l'intersection n'existent plus, il n'y a plus de relation. Non, une véritable relation saine, c'est deux sujets. C'est pas un sujet et un objet. Donc c'est deux sujets qui cherchent à apprendre à se connaître, qui se connaissent eux-mêmes et qui vont partager quelque chose justement dans une forme de bienveillance et dans une réciprocité. S'il n'y a pas cela, le côté sain de la relation a tendance à s'éroder. Tu vois, c'est quand même important de le rappeler parce que, je veux dire, si tu as encore quelque chose à rajouter. Oui, je vais juste rajouter ça peut-être pour terminer, Mali. Ce que tu dis est fondamentalement vrai, avec une nuance qui est quand même importante à apporter. Oui. La différence, et je l'ai dit en ouvrant ce débat qu'on a ensemble, cette discussion qu'on a ensemble, c'est que chez l'évitant, il y a une réelle problématique de prise de conscience de son propre dysfonctionnement. OK. Donc, là, je parle aux partenaires qui sont avec les évitants, qui vivent avec un évitant. La manière, le challenge principal pour ce qui vous concerne, c'est d'abord un travail sur vous. Et dans un deuxième temps, parce que vous aimez votre partenaire, vous voulez que la relation réussisse, c'est de mettre en conscience le dysfonctionnement du partenaire. Mais c'est un travail. C'est un travail.
C'est un travail qui demande déjà une certaine position de sécurité, parce que l'évitant est très, très sensible à tout ça. Oui, oui. Il sent ça très, très fort. Ouais, ouais. Ça, les gens, il faut qu'ils captent ça. Vraiment, l'évitant, la personne avec un style d'attachement évitant, il a un sixième sens. Il a un sixième sens, il sent qu'on attend quelque chose de lui. Ouais. Il est très, très, très sensible par rapport à ça. Et il le vit de manière très intense à l'intérieur, même si c'est pas quelque chose qui va te montrer comme ça. Oui, oui. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que vraiment, il y a un travail où il faut déjà un certain niveau de maturité dans le propre travail avec soi-même. Si vraiment vous êtes avec... moi, j'ai par exemple des personnes qui sont tu vois, par exemple, qui sont plus dans une configuration du couple classique, traditionnel, où l'évitant est là, il est présent. Par exemple, je l'ai dit dans la vidéo sur le ghosting, c'est pas tout le monde qui ghost, c'est pas tout le monde qui part, parce que ça va dépendre effectivement de certaines couches, mais qui est un réel fantôme en étant présent. En étant présent. Et comment l'amener à se reconnecter, c'est tout un travail. Récemment, je vais donner une anecdote pour peut-être mettre beaucoup plus de substance à ce que je dis. Récemment, j'ai eu quelqu'un que j'accompagne qui est venu me dire, écoute, toi là, ça va de mieux en mieux avec mon partenaire. Et c'était quoi, une anxieuse, un évitant? Une, c'est une anxieuse et son partenaire est plutôt évitant. Mais je reste toujours frustré. Pourquoi? Parce que il me dit des choses, il fait des actes. Mais par exemple, quand je vais regarder un film, je lui demande, mets-toi à côté de moi, comme ça on partage un moment ensemble et à cette connexion. Il vient, mais pas ce que je lui demande. C'est ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boude parce que elle se dit, mais pourquoi il vient pas naturellement? C'est ça. C'est légitime. Son positionnement est purement légitime. Mais le problème, c'est qu'elle est avec un évitant. Oui, tout à fait. Et donc, l'évitant, quand il vient, quand tu boudes, lui, dans sa tête, il a fait un effort de dingue. Il est venu, il s'est mis à côté de toi. Oui. Il a consenti à sortir de sa zone de confort et se mettre dans une position de vulnérabilité. Le truc qui le met le plus en danger. C'est ça. C'est ça. Si à partir de ce moment-là, tu n'accueilles pas l'effort, derrière, il ne va plus faire d'effort. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que je vous donne cet exemple, parce que je peux comprendre, et c'est ce que j'ai expliqué à la dame qui a eu vraiment la gentillesse de m'expliquer tout ça. Je lui dis, c'est légitime. Mais c'est comme si tu disais à un enfant qui est en train d'apprendre à marcher et qui fait un effort pour marcher, mais pourquoi tu marches pas plus vite? C'est ça, c'est ça. À un moment donné, tu vas l'entamer dans le fait de vouloir faire un effort et d'aller plus en avant. Je sais que ce qui est pour toi évident devrait l'être pour tout le monde, mais c'est pas la réalité en fait. Pour lui, et ça c'est hyper important, parce que c'est la vidéo que j'avais fait avec Naï en disant comment l'évitant montre son amour. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que je racontais. C'est vrai, oui, dans les commentaires, on a vu pas mal de... Voilà, mais parce que, est-ce qu'il répond? Mais oui, mais quand je dis que l'évitant, déjà le fait qu'il reste et qu'il fasse cet effort de faire des choses, alors que c'est très inconfortable pour lui, profondément inconfortable. C'est pas juste de l'inconfort, parce qu'en fait, on pourrait penser, qu'est-ce qui est inconfortable dans ça? Je renvoie à ce que je donnais comme explication là tout à l'heure. Son cerveau primitif est activé. C'est ça. L'alarme est en train de sonner. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Déjà dans une lutte intérieure très intense à ce moment-là, qui devient même visible sur son corps. Moi, j'ai eu des évitants j'en ai eu, je les remercie vraiment, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment courageuses, me disent, c'est plus fort que moi en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment plus fort. C'est plus fort que moi. Ils écrivent ça. Il me dit, moi, la fille, elle est magnifique, j'étais allé voir sa famille, et je roule pour aller la rencontrer, et je suis en lutte avec moi-même, et quand j'arrive là-bas, écoute, il faut qu'on arrête. Alors que tout allait bien. Elle ne comprend pas. Alors que tout va bien entre... Tout. Donc imagine la tête de la fille. Le type, il me dit, je suis en train d'exploser à l'intérieur. C'est un truc, c'est quand même assez... je veux dire, il faut se rendre compte, en fait. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est hyper important pour les personnes qui veulent fluidifier
la relation qu'ils ont avec un partenaire évitant, qui vivent avec un partenaire évitant, de sortir de leur cadre de référence, qui est de penser que ce qui est simple pour moi est simple pour la personne en face. Ce qui est évident pour moi devrait l'être tout aussi pour la personne en face. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la réalité, quand vous avez quelqu'un qui est handicapé, ben, il faut faire avec un handicapé. En tout cas, son handicap s'exprime de cette manière-là. Tout à fait. Alors, on ne va pas parler d'handicap, on va parler plutôt de muscles atrophiés. C'est ça. De choses qui, tu vois, où ils doivent se ressensibiliser. Et d'ailleurs, ce qui fonctionne le mieux comme, on va dire, approche qui donne des résultats, c'est des approches comportementalistes, où il faut s'entraîner à faire les choses. Mais justement, je voudrais terminer l'entrevue sur ce point-là, éventuellement, si tu veux bien. Tu as décrit, justement, on décrit cette espèce, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui décrivent ce sixième sens de l'évitant. Moi, j'assimilerais ça un peu comme, tu sais, quelqu'un qui est aveugle, il a d'autres facultés qui se développent. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'évitant, n'ayant pas vraiment travaillé, si tu veux, sur son intériorité, en rentrant beaucoup à l'intérieur de lui, en étant beaucoup dans un questionnement intérieur, perçoit le monde extérieur avec une précision et des facultés extraordinaires. D'ailleurs, en général, on a pas mal d'évitants très intelligents et qui ont une vision des choses qui est très précise. Souvent, les intelligences, les évitants sont des hauts potentiels, parfois, par moment. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont développé justement cette activité à comprendre l'environnement. Et les menaces de l'environnement. Et les menaces de l'environnement. Et bizarrement... L'anxieux aussi, hein. Oui, l'anxieux, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Mais bizarrement, cette faculté de très bien analyser son environnement extérieur vient compenser on va dire, un manque et une déficience patente d'introspection en eux-mêmes. C'est-à-dire que, justement, la question finale de cette entrevue, c'est comment tu fais pour que, justement, après, ces ruptures, éventuellement, si tu as un évitant en face de toi, d'initier ou de commencer, ou de lui permettre de commencer à réfléchir à ses propres mécanismes. C'est une très bonne question, et j'ai répondu là tout à l'heure, mais peut-être rapidement. L'évitant, en tout cas, c'est ma conclusion à moi, et je pense que c'est pas juste ma conclusion à moi, c'est aussi beaucoup d'études qui se regroupent et qui montrent que chez l'évitant, l'expression la plus aboutie, il la vit dans son corps. Ok. Ah oui, c'est juste, on a parlé de cela. Oui, il la vit dans son corps. C'est ça. Donc, s'il doit se fier à son intellect, c'est biaisé. C'est ça. C'est biaisé. Parce que son intellect ne lui permet pas vraiment d'analyser les choses de manière objective et tout ce qui s'ensuit. Chez lui, il y a un réel travail de reconnexion au corps et de donner la place de l'intelligence du corps à la résolution de ce qu'il vit comme inconfort. D'accord. Et c'est hyper important ce que je dis, mais bon, ça c'est très technique. C'est que les démarches ou les protocoles ou les méthodes qui fonctionnent le mieux avec eux, c'est des méthodes où il faut arriver à leur faire taire leur mental et se rapprocher le plus possible du corps pour pouvoir se connecter à travers le corps à leurs émotions et pouvoir résoudre ce qu'il y a à résoudre. C'est ça. Ouais. Mais pour y arriver, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Je veux dire, mais ce qui est sûr, et ça c'est certain, là où chez eux, il n'y a pas photo, c'est les sensations qu'ils vivent. Oui, oui. Et donc, je te l'avais dit avec les études du docteur Antonio Damasio, quand on traite l'information avec la réalité, on a longtemps pensé que c'est par le biais de la cognition des émotions et puis des sensations, alors que c'est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est les émotions, les sensations plutôt, les émotions et puis la connexion. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu réel chez eux, s'ils ne veulent pas se mentir à eux-mêmes, à se dire qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Et tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup effectivement d'évitants qui vivent des mots MAUX dans leur corps et qui se disent mais j'étais allé voir des spécialistes, personne qui inflammation chronique, dans le corps, c'est dans la tête, tout à fait. Blocage du dos, voilà, c'est problème gastro-intestinaux. Voilà. C'est à un moment donné, ils sont en capacité de le faire. Bon, j'ai déjà eu même des personnes qui ont un seuil de douleur qui est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tellement être dans le contrôle
que voilà, mais à un moment donné, le corps il parle, hein. Le corps parle. Le corps il craque. Tout à fait. Écoute, Salahdine, c'était très très intéressant et j'espère en tout cas qu'on aura pu aider pas mal de partenaires d'évitants et d'évitants qui nous auront écoutés et on se revoit très bientôt pour une nouvelle entrevue. À très bientôt, Mali. Merci à toi. Merci.